Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'opposition soudanaise contre la prise de pouvoir du général Abdel Fattah al-Burhan, manifestation de masse samedi à travers le pays, mais une mobilisation face à la répression. 3 manifestants ont été tués et une centaine d'opposants blessés lors du rassemblement. La France va restituer au Bénin 26 œuvres d'art qu'elle conservait depuis 130 ans. Ces œuvres d'art, des statues totems de l'ancien royaume d'Abomey ainsi que le trône du roi Béhanzin, étaient pillés lors de la mise à sac du palais d'Abomey par les troupes coloniales en 1892. Greenpeace dénonce un mauvais modèle de projet de développement concernant le plan Cam-Vert. L'ONG de protection de l'environnement exhorte l'État camerounais à abandonner ce programme. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, l'activiste franco-béninois Kémy Séba a été expulsé du Burkina Faso samedi. Il était présent dans ce pays pour une mobilisation visant à dénoncer la politique militaire française au Sahel. Manifestation à l'appel de la coalition des patriotes du Burkina Faso. Le polémiste n'a pas eu le temps de rejoindre la mobilisation prévue dans la ville de Bobo Dioulasso. Il aurait été peu de temps avant été interpellé et mis dans un avion en direction de son pays d'origine, le Bénin. Des centaines de milliers de personnes ont défilé samedi pacifiquement à travers le Soudan pour demander l'établissement d'un gouvernement civil. Mais à Khartoum, 3 manifestants ont été tués par balle, une répression dans la violence. Mais les manifestants n'ont pas dit leur dernier mot, malgré le bras de fer entre la rue et le nouveau pouvoir. Les pro-démocraties se disent prêts à tout pour maintenir la pression sur les généraux. Samantha Saberou Saboubanga. Au Soudan, des opposants au coup d'État militaire ont de nouveau exprimé leur mécontentement à travers le pays. Malgré 5 jours de répression meurtrière, plusieurs Soudanais étaient samedi 30 octobre 2021 dans les rues de la capitale, mais aussi dans d'autres villes du pays pour manifester contre le général Abdel Fattah al-Burhan. Selon des Soudanais, ces manifestations visent à remettre le Soudan sur la voie de la démocratie. L'analyse que nous pouvons transmettre à l'issue de ces manifestations qui ont déjà fait 3 morts et plusieurs blessés, c'est que la situation peut perdurer puisqu'il y a des enjeux et des positions antagonistes, d'un côté avec la position des militaires qui sont allés jusqu'à provoquer un coup d'État, et de l'autre nous avons cette position d'une population soudanaise qui défend cette coalition faite de la société civile qui avait fait ses preuves. Un retour à l'ordre, c'est ce que réclament les manifestants qui veulent également la libération immédiate des prisonniers politiques, parmi lesquels plusieurs ministres et responsables de mouvements politiques et du Premier ministre Abdallah Hamdok, toujours assigné à résidence. Pour ce qui est de savoir du maintien ou non du général Abdel Fattah al-Burhan, cela va notamment se mesurer sur 2 points. Le premier, c'est de savoir si ces manifestations vont durer dans le temps, mais sachant que déjà le président Omar el-Béchir avait été renversé par ce même process, on peut subodorer que les manifestants vont être endurants afin de renverser ce régime illégitime. Par ailleurs, l'autre enjeu sera notamment la position de la communauté internationale. Plusieurs pays occidentaux ont provoqué une réunion qui doit avoir lieu dans les prochains jours, et cela aura son importance de savoir comment ils vont se positionner par rapport à ce coup d'État. Des sources médicales font état d'un usage disproportionné de la force par l'armée durant ces manifestations. L'ONU et Washington avaient par avance mis en garde contre l'usage de la violence, estimant que ces manifestations seraient un test sur les intentions des militaires. Les manifestants disent avoir perdu confiance en l'armée et veulent un gouvernement 100% civil. Secoués par des mouvements de protestation contre le régime, l'Eswatini a interdit depuis le 21 octobre les manifestations. Le pays faisait face à plusieurs manifestations depuis plusieurs semaines pour réclamer des réformes politiques. Fonctionnaires, ouvriers, étudiants et même des lycéens descendent dans la rue pour exiger des élections directes, une hausse des salaires, mais aussi la libération de 2 avocats, fer de lance du mouvement pro-démocratie. L'AFD, l'Agence française de développement, mobilise une enveloppe importante en faveur du Togo, ce montant 35 millions de francs CFA destinés
des projets relevant du secteur du sport. Plusieurs associations et fédérations sportives devraient en bénéficier. Plus de précisions dans ce sujet de Joël Balou. Avec un portefeuille de projets évalué à 130 milliards de francs CFA, l'Agence française de développement au Togo vient de consentir 35 millions de cette enveloppe pour des projets sportifs de plusieurs associations et fédérations de Lomé. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième phase du projet environnement urbain de Lomé axé sur le sport et le développement. Une initiative du district autonome du Grand Lomé qui ambitionne de faire de son territoire une attraction sportive. Le sport n'est pas seulement une responsabilité à assumer en matière environnementale. Il a aussi le devoir de porter le message écologique auprès de son public. Sensibiliser et responsabiliser, voilà une mission que nous attendons. Nous espérons que vos initiatives pourront contribuer à l'amélioration de nos cadres de vie dans le Grand Lomé. De cette subvention, 20 millions sont destinés aux associations, tandis que les fédérations bénéficient de 15 millions de francs CFA. Avec ce fonds, elles pourront mettre en œuvre des initiatives sportives qui vont contribuer à la promotion des bonnes pratiques environnementales et renforcer l'implication citoyenne de la population dans la gestion de l'environnement urbain. C'est impressionnant de se rendre compte que les gestionnaires des entités décentralisées commencent à prendre finalement leur destinée en main, commencent à se libérer de l'initiative centrale des gouvernements pour être à mesure d'innover. Et vous le savez très bien, la population africaine est très jeune. Et les sports et l'industrie des sports sont des véritables créneaux de développement. Des jeunes qui pratiquent des sports dans des conditions standards, c'est des riches de demain parce qu'ils seront en bonne santé, ils seront vivaces et leur intelligence sera active. Cet appel à projets et environnement vise également à favoriser la sensibilisation et une prise de conscience vis-à-vis des actions qui permettraient d'allier aux pratiques sportives la protection et le respect de l'environnement. La Namibie ambitionne de se doter d'un fonds souverain. Il s'agit d'un fonds de placement financier détenu par l'État, durement impacté par les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. La Namibie compte notamment sur ce dispositif qui s'appuiera sur l'exploitation des ressources minières pour relancer son économie. Mildred Diemou. La Namibie prévoit la mise en place d'un fonds souverain d'ici la fin de 2021. Cela a été révélé par le ministère des Finances le 25 octobre 2021. Alors que la Namibie est fortement affectée par la sécheresse et le Covid-19, le pays veut multiplier ses mécanismes de financement destinés aux projets nationaux de développement afin de soutenir sa reprise économique. La Namibie, par sa superficie, plus de 800 000 km², avec une population de plus de 2,5 millions d'habitants, est un pays riche en ressources naturelles et ressources halieutiques. Ce fonds souverain pour un plan de relance, je crois, tombe à point nommé pour ce grand pays de l'Afrique australe, étant donné que ce pays a été très impacté par la Covid-19. Je pense que ce plan de relance serait une bonne chose pour l'économie namibienne, étant donné que la Namibie, si elle gère bien ses ressources naturelles et halieutiques, aura un fonds souverain qui est convenable et pourra relancer par exemple l'économie namibienne avec la construction de beaucoup d'infrastructures, aussi relancer le port de Walvis Bay qui est un port important de la Namibie, et aussi essayer de faire de sorte à ce que le tourisme namibien, qui est un tourisme qui est déjà très présent, un tourisme qui est très apprécié à travers le monde, soit relancé. La Namibie veut se prémunir en cas de nouvelles difficultés économiques. Un fonds souverain va voir le jour dans le pays grâce aux revenus issus de l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment celles issues des mines, du secteur halieutique et des énergies renouvelables. Environ 2,5% du fonds souverain sera investi dans des projets d'infrastructure selon les autorités. Les gains des ventes d'actifs de l'État, les recettes de l'Union douanière d'Afrique australe et les quotas de pêche iront également dans les caisses du nouveau fonds souverain. L'objectif du fonds de stabilisation à court terme sera la liquidité. Les risques que nous prenons seront très faibles. L'économie namibienne a traversé 2 années successives de récession dues aux effets néfastes de la sécheresse en 2019 et la pandémie de Covid-19 en 2020. Cependant, pour l'année 2021, le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 1,3% de l'économie namibienne et de 3,6% pour 2022. La France va restituer dans les prochaines semaines 26 œuvres d'art à leur pays d'origine, le Bénin.
Selon les experts, 85% à 90% du patrimoine africain se trouve hors du continent. Depuis 2019, outre le Bénin, 6 autres pays africains ont soumis des demandes de restitution. Ange Nomenio. Des objets d'art qui vont enfin retrouver leur terre d'origine. Ce mercredi 27 octobre 2021, un collège britannique de Cambridge, un musée français et une université écossaise ont rendu des artefacts pillés en Afrique de l'Ouest par les colons. 26 objets, connus sous le nom de trésors d'Abomey, pillés au Bénin par l'armée française il y a 129 ans, ont été rendus par la France. Le Jésus Collège de Cambridge a rendu une sculpture en bronze d'un coq au Nigeria, devenant ainsi la première institution britannique à restituer l'un des célèbres bronzes du Bénin. C'est à travers ces biens culturels que nos enfants, nos petits-enfants vont pouvoir se situer et déterminer ce que c'est qu'être béninois. Et n'oubliez pas que les biens culturels dont nous parlons, ce n'étaient pas des biens créés au moment où les artistes signaient leurs œuvres. C'étaient des artistes anonymes et c'était très important pour nous de montrer quel est le chemin parcouru, où est-ce que nous sommes. Selon les historiens, environ 90% du patrimoine culturel de l'Afrique se trouverait encore en Europe. Le musée français du Quai Branly détiendrait à lui seul environ 70 000 objets africains et le British Museum de Londres des dizaines de milliers d'autres. Il ne s'agit pas que ces artefacts retournent dans leur pays et ne soient plus jamais revus. Il s'agit de la propriété de ces pièces au bon endroit. Il sera beaucoup plus difficile pour de nombreux musées de refuser de même discuter de la question de savoir si certains bronzes béninois ont déjà été restitués. Selon des sources officielles, le British Museum a récemment reçu une lettre du gouvernement nigérian demandant la restitution des antiquités du pays. Une demande en cours d'examination. La lutte contre les changements climatiques met la question des forêts tropicales au cœur de l'agenda des négociations internationales sur l'environnement qui s'ouvrent lundi dans le cadre de la COP26. Une déforestation inquiétante qui touche notamment un pays comme le Cameroun. C'est ainsi que Greenpeace invite le gouvernement camerounais à abandonner le projet Cam Vert, jugé désastreux pour l'environnement et pour les communautés vivant dans la zone ciblée. Robert Toboubé. Selon le récent rapport de l'Observatoire national des changements climatiques, entre 2000 et 2017, le Cameroun a perdu 1,5 million d'hectares de son massif forestier. Le World Resources Institute, dans une publication en début 2021, classait le Cameroun en 2020 dans le top 10 mondial des pays avec la plus grande perte des forêts primaires, soit plus de 100 000 hectares de forêts primaires détruites sur cette seule année. Du côté des autorités, c'est pourtant l'optimisme qui est affiché quant à la capacité du Cameroun de remplir efficacement ses engagements internationaux. Un engagement que la société Cam Vert, selon Greenpeace, veut compromettre avec son projet de palmeraie sur 60 000 hectares. La situation reste assez préoccupante quand on sait que le Cameroun, comme les autres États africains, est très vulnérable face au changement climatique. Aussi, faudrait-il souligner que chaque fois qu'un hectare de forêt est rasé, ce sont les communautés riveraines qui paient le lourd tribut car leur survie est étroitement liée à la protection de ces forêts. 200 000 tonnes d'huile de palme annuelle assorties de milliers d'emplois. C'est l'ambition de Cam Vert, le projet agro-industriel qui vise la création d'un complexe de production et de transformation de l'huile de palme dans les arrondissements de Campo et de Niété au sud Cameroun. Le complexe sera constitué d'une palmeraie industrielle de 50 000 hectares soutenue par des palmeraies communautaires de 5 000 hectares pour les riverains sous contrat avec l'entreprise. 3 unités de transformation d'une capacité minimale chacune de 60 000 tonnes d'huile de palme et 6 000 tonnes d'huile de palmiste sont également prévues. Pour ces promoteurs, il n'est point question d'une atteinte à la préservation de l'environnement. Parlant de la déforestation qui est en réalité mise en exergue par ces ONG, j'aimerais rappeler qu'il s'agit d'une plantation de palmeraies. Et dans notre plan de développement, c'est un plan programmatique. Ça veut dire quoi concrètement? Cam Vert envisage mettre en place progressivement sa plantation. La première année, c'est 1500 hectares. La deuxième année, c'est 3500. Et à partir de la troisième année, c'est 5000 hectares. Il y aura une évaluation chaque année
pour s'assurer que Canver a effectivement fait ce qu'il a dit de faire. Il a respecté ses engagements, que ce soit environnementaux et sociétals, avant de procéder à l'autorisation de réaliser la plantation de la deuxième année. Au Cameroun, la production nationale en huile de palme est de l'ordre de 290 000 tonnes pour une demande qui se situe autour de 235 000, soit un déficit structurel autour de 130 000 tonnes. De même, le pays exporte de l'huile raffinée et du savon, une tendance que compte inverser Canver. Rainforest Alliance, une ONG américaine qui a pour objectif de préserver la biodiversité et la durabilité, recommande de mettre fin au déficit structurel du Cameroun et d'autres pays africains tout en conservant le potentiel productif. Ceci en évitant les dysfonctionnements au niveau du climat, les problèmes sociaux, l'exploitation des enfants, les problèmes fonciers dans la communauté. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.